Est-on vraiment entré, j'ai envie de dire de manière durable, dans un monde plus inflationniste? On en parle avec vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, à court terme, la réponse est oui, évidemment. On est bien, en tout cas depuis maintenant 2-3 ans, dans un monde plus inflationniste. Après, la vraie question, c'est à plus moyen long terme, au-delà des 2-3 ans qui viennent, la question est posée, doit être posée. Oui, alors à court Quand on écoute les banques centrales, on reviendra à 2% et tout ira bien. voilà. Bon, à court terme, il faut quand même noter qu'il y a une grande différence entre l'inflation américaine et l'inflation européenne. Il y a 2 points. Alors, mais il y a beaucoup plus. Si vous calculez l'inflation hors énergie et alimentation et hors loyer, et j'expliquerai pourquoi probablement, Aux États-Unis. l'inflation est de 2,5% aux États-Unis. États-Unis et de 7,2% dans la zone euro. Hein. Donc 2,5 contre 7,2. Hein. Ouais, donc on voit quasiment bien 5 points. c'est vraiment. Alors que sur l'inflation globale, il y a 2 points d'écart. Oui, mais parce que l'inflation globale, il y a la décélération des prix de l'énergie est quand même très forte partout. Et la décélération des prix de l'alimentation n'est pas, pas vraiment démarrée en Europe. Les prix de l'alimentation ont ralenti de 15 à 14%. Mais enfin, je veux dire, ils sont encore extrêmement élevés. Mais on voit qu'il y a vraiment une nature différente de l'inflation. L'inflation américaine, c'est une inflation qui passe beaucoup par les loyers, donc par le marché de l'immobilier. Les loyers augmentent de 8% aux États-Unis toujours, hein, sur un an. Et l'inflation européenne, c'est une inflation salariale, hein, qui passe par les coûts salariaux des Oh, il y entreprises. a ici l'inflation salariale aux États-Unis. À peu près d'ailleurs au même niveau. Hein. Ah non, si vous regardez les indicateurs les plus récents, qui sont les weekly earnings, hein, les gains hebdomadaires des salariés américains, ils sont à 3,5% de hausse sur un an, et en Europe, on est à 5,5%. Donc il y a une désinflation salariale qui s'amorce aux États-Unis. Et qui est lié à une petite dégradation du marché du travail, hein, qui n'est pas énorme. Et alors, il n'y a pas du tout de désinflation salariale qui s'amorce en Europe. Enfin bon, d'habitude aussi, l'inflation européenne dure plus tard que l'inflation, plus longtemps que l'inflation américaine dans les cycles. Hein. C'est pas très différent du passé. Mais, et puis aussi, la Réserve fédérale a une politique monétaire qui est beaucoup plus dynamique, qui est beaucoup plus active pour lutter contre l'inflation que la BCE. Enfin, la BCE a des taux d'intérêt à 3,5 aujourd'hui, la Réserve fédérale a des taux à 5,25. Donc c'est une question qu'on se pose sur est-ce qu'on est entré dans un monde plus inflationniste, plus en Europe qu'aux États-Unis, parce que alors à court terme, je pense que l'inflation américaine globale, c'est-à-dire y compris les loyers, puisque les loyers aux États-Unis suivent avec plus d'un an de retard les prix de l'immobilier. Parce qu'il faut le temps de renégocier les loyers, quoi. Et les prix de l'immobilier sont en croissance négative sur un an aux États-Unis. Hein. Donc l'inflation. De combien? Ils sont, enfin, c'est très légèrement négatif, c'est -1, -1,5. Mais ils sont passés, sur un an, hein, ils sont passés vraiment en croissance négative et ils vont continuer à baisser. Et donc, on s'attend à une décélération assez forte des loyers au deuxième semestre. L'inflation globale américaine à la fin de l'année, elle sera entre 2,5 et 3, y compris loyer. Hein. Et donc, et puis la Réserve fédérale n'est pas aussi tranchée sur l'objectif d'inflation que la BCE. Donc la Réserve fédérale, je ne comprends même pas pourquoi la Réserve fédérale a annoncé 50 points de base de hausse des taux supplémentaires. Honnêtement, ce n'était pas très nécessaire compte tenu de la dynamique de l'inflation aux États-Unis. Bon, la BCE est dans une autre situation. L'inflation européenne, les coûts salariaux sont, si vous corrigez de la productivité, sont à 6% de hausse sur un an en Europe. Hein. Et donc c'est très improbable que l'inflation européenne baisse en dessous de 5%, et même elle sera probablement au-dessus de 5%, hors énergie, hors alimentation à la fin de l'année. Bon, donc ça c'est la perspective à court terme. Mais vous avez raison, ce qui est beaucoup plus important, c'est la perspective de l'inflation à long terme. Et si on a déjà du mal à la prévoir à horizon de 3 ans, c'est encore plus dur de la prévoir. Oui, mais on peut réfléchir. Ça n'empêche pas de réfléchir. Donc, qu'est-ce qui est différent vis-à-vis de la détermination de l'inflation, par exemple, entre les années qu'on vient de vivre, entre 2000 et 2020, par exemple, et le futur. Qu'est-ce qu'on s'attend? Est-ce qu'on s'attend à des différences notables dans la détermination de l'inflation? Alors, la réponse est oui. Alors, d'abord, les marchés du travail vont rester beaucoup plus tendus. Et pour ça, pour un certain nombre de causes, d'abord le vieillissement démographique. Hein, il arrive moins de population sur le marché du travail, même aux États-Unis. Hein, la population en âge de travailler n'augmente plus que de 0,2% par an, et elle baisse de 0,2% par an dans la zone euro. Deuxièmement, parce qu'il n'y a plus de gains de productivité.
Donc les chiffres du PIB sont les mêmes que les chiffres de croissance de l'emploi. Et donc ça fait plus d'emplois pour un même PIB, quoi. Donc on s'attend à des difficultés de recrutement qui vont se perpétuer et qui vont rester là. Et donc un pouvoir de négociation des salariés plus élevé dans le futur qui va continuer à pousser les salaires. Deuxièmement, la transition énergétique. Alors c'est vrai que produire de l'énergie renouvelable, c'est pas cher. L'énergie renouvelable, c'est 35 ou 40 euros le mégawattheure, hein, et c'est une énergie pas chère, sauf que c'est un prix qui est valide si vous pouvez, quand il n'y a pas de production d'énergie renouvelable, par exemple il n'y a pas de soleil ou il n'y a pas de vent, allumer une autre forme d'énergie, allumer une turbine à gaz, etc. Dans 10 ans, 20 ans, vous ne pourrez plus, vous devrez utiliser 100% d'énergie renouvelable. Et donc, vous devrez stocker l'électricité que vous produisez, et puis la rendre au réseau lorsqu'il n'y aura pas de production d'énergie renouvelable, parce qu'il n'y aura pas de vent et il n'y aura pas de soleil, ou la nuit, en absence de vent. Et donc, ça, je vous passe le calcul, ça triple presque le prix total de l'énergie renouvelable, compte tenu du prix du stockage et du prix de la perte d'énergie quand vous la stockez et que vous la déstockez. Donc ça sera une énergie qui vaudra au moins 100 euros le mégawattheure, hein, alors qu'on vient de 40 euros le mégawattheure. Donc c'est une multiplication par 2,5 du prix de l'énergie en permanence. Et puis troisièmement, les relocalisations industrielles. Alors, il y a des relocalisations qui sont pilotées par les gouvernements, les médicaments, les matériels pour les énergies renouvelables, toute la décarbonation des entreprises. Et puis, il y a des relocalisations qui sont souhaitées. Hein, les gouvernements souhaitent, en général, se réindustrialiser. Bon, en moyenne, produire dans un pays de l'OCDE, ça coûte 2 fois plus cher que produire dans un pays émergent, donc c'est aussi inflationniste. Donc, quand vous ajoutez toutes ces causes d'inflation supplémentaire, alors par exemple, prenons la zone euro. La zone euro, sur la période 2002-2007, hein, qui était une période assez régulière, a eu 2,2% d'inflation totale et 1,9% d'inflation hors énergie et hors alimentation. Ça, on est sûr que c'est terminé. Ça, on est sûr qu'il y aura plus d'inflation que ça. Alors si mon estimation, c'est que l'inflation spontanée de la zone euro sera autour de 3%. Et alors là, vous avez un vrai problème avec les banques centrales. Et aux États-Unis, 3% Aux États-Unis, autour, probablement à peu près aussi 3,2%, l'inflation de régime. Si les États-Unis continuent à faire des efforts de transition énergétique, ce qu'ils font beaucoup aujourd'hui, hein, en particulier en profitant de alors qu'est-ce qui se passe? Après, la réponse, c'est la réponse, comment vont réagir les banques centrales? Alors, si les banques centrales conservent leurs objectifs d'inflation à 2%, vous arrivez à une situation totalement catastrophique, parce que pour passer de 3 à 2, il faudra une politique monétaire très restrictive. Il faudra des taux d'intérêt réels beaucoup plus élevés que ce qu'on avait connu dans les années 2000, par exemple. Et donc, ça va tuer les investissements, y compris de transition énergétique. Et puis, comme les taux d'intérêt réels seront beaucoup plus élevés, vous aurez nécessairement une politique budgétaire beaucoup plus restrictive. Vous ne pourrez pas faire autant de dépenses publiques parce que le taux d'endettement public montera. Donc, il y aura un effet ciseau. Donc il y aura à la fois une politique monétaire et une politique budgétaire continuellement restrictive, ce qui est totalement catastrophique. Donc vous misez sur le fait que les banques centrales vont s'asseoir sur un mandat ou en tout cas prendre des libertés. Je ne sais pas. L'impression qu'on a, c'est que les banques centrales même ne réfléchissent pas à cette question. Elles veulent retourner à 2% d'inflation, mais je crois que mais c'est une grave erreur. Mettez ça de façon un peu provocante. On va être en économie de guerre. Alors, ce n'est pas seulement la guerre en Ukraine, c'est la guerre contre le changement climatique, contre le réchauffement climatique. C'est une économie de guerre, ça coûte énormément d'argent. Si vous avez des politiques budgétaires et restrictives simultanément, alors que vous avez besoin de plus d'investissements publics, de plus d'investissements privés, de plus de dépenses publiques dans plein de domaines, ça ne marche pas. Donc si elles veulent coûte que coûte, on finit là-dessus, et les banques centrales revenir à 2% d'inflation, ça sera au prix si elle veut revenir à 2% moribonde. Ça sera au prix que le prix sera qu'on ne saura pas faire les investissements nécessaires
à la fois de transition énergétique, de relocalisation industrielle, de recherche-développement. On ne saura pas faire les dépenses nécessaires de santé, d'éducation, des dépenses militaires. Et donc, c'est une question extraordinairement importante de savoir si les banques centrales vont accepter de changer leurs objectifs de politique monétaire et ce qui desserrera aussi les contraintes sur les politiques budgétaires, bien sûr. Hein. Et c'est une question centrale, parce que si les banques centrales gardent un objectif d'inflation à 2%, alors que l'inflation veut être de 3%, on va vers une catastrophe, y compris climatique. Ouais, voilà. Bon, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, c'est bien de poser. Non, mais alors là, il faut savoir qu'on parle du long terme. Hein. On ne parle Oui. plus de l'inflation de 2023 et de 2024. Ouais. On parle de la politique monétaire et budgétaire qui sera suivie à partir de 2025 et sur 20 ans. Hein, ouais. Mais il faut espérer que cette perception qu'on est en économie de guerre atteindra les banques centrales. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Patrick Artus, chef économiste de Natixis. Merci Patrick. Merci David.